Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, le show dédié aux films qui vont trop loin. À soir, ça va être malade dans la tête. On va regarder un film de porn de mes parents que j'ai trouvé dans leur garde-robe. Ça a été filmé en 94. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films qui vont trop loin. À soir, on a un sacré chef-d'œuvre, un beau petit bijou, un plongeon vers la démence. Ça va être écœurant, ça se peut que vous en sortiez avec des traumatismes ou un peu de bave qui vous coule sur le bord de la bouche. Sans plus attendre, on s'en va voir la bande-annonce. Oh, Mark, your wife keeps her own secrets. Make her talk to me. It'll be the way that she wants. Tell me. Well, I think what you want to do to Bob is just... Inhuman. So what you're doing must be human. What's gonna happen to us? It's up to you! Stop coming! Why, I have to go! I'll follow you! You can hate me as much as you like. But it's you who wants to know things for me. So please make it possible. Uglier. You've hardened. For the first time, you look vulgar to me. You are not different from anyone else. We are all the same. But in different words, different bodies, different versions. Like insects. Meat. What is it? Possession, oh yes, aussi connu dans quelques places aux États-Unis comme The Night the Screaming Stops, un film de 1981 sorti en mai 1981 en France et le 14 octobre 1983 à New York. C'est une coproduction France-Allemagne réalisée par Andrzej Zulawski, scénarisée aussi par Andrzej Zulawski. Ça a été tourné à Berlin, en Allemagne, entre le 7 juillet et le 31 août 1980.
Les acteurs du film de ce soir. On a Isabelle Adjani. Ai-je besoin de la présenter? Hein? Plus de 44 rôles. La journée de la jupe en 2009, ce sont plus récents. Mais aussi dans Le locataire de Roman Polanski en 76. Camille Claudel en 87. L'été meurtrier en 83. La Reine Margot en 93. Mortelle randonnée en 83. Violette et Françoise en 77. Une des plus grandes actrices que la France a nous a pondu. Et ce soir, on va la voir dans un de ses plus grands rôles. Qui on a aussi? On a Sam Neill, plus d'une centaine de rôles. Vous allez le reconnaître. On l'a vu dans Jurassic Park, entre autres. Aussi dans Daybreakers en 2009. Aussi dans Event Horizon en 97. Blanche-Neige, la version film d'horreur, aussi en 92. Dead Calm en 1989. Le sang des autres de Chabrol en 84. Sleeping Dogs en 77. The Omen 3, The Final Conflict en 1981 dans le rôle de Damien. Qui d'autre, hein? Les autres sont tous des acteurs allemands, donc on les connaît un petit peu moins ici. On a Heinz Bennent, décédé en Suisse en octobre 2011, joué plus de 111 rôles dans sa carrière, dont Le Tambour en 1979. Quel film, Le Tambour, courez voir ça. Le dernier Métro aussi en 1980, il a aussi gagné un prix pour sa prestation dans Year of the Turtle en 1988. On a Margit Carstensen, plus d'une quarantaine de rôles, dont Martha en 74, Chinese Roulette en 76. On a l'acteur Karl Dwiring, acteur allemand, qui a joué dans, entre autres, Orange Mécanique en 1971, Arabesque en 66, plusieurs films de guerre, une centaine de rôles à son actif lui aussi. On a Johanna Hofer, une quarantaine de rôles, mais majoritairement aussi au cinéma allemand, peu connu en terre occidentale. Mais donc, quel est le synopsis du film de ce soir? Marc, qui retourne chez lui à Berlin après un voyage d'affaires, alors que sa femme Anna décide de le quitter. Il la soupçonne en fait d'avoir un amant nommé Heinrich, une espèce d'illuminé adepte du New Age. Mais celui-ci affirme qu'elle l'aurait aussi quitté pour un autre homme. Donc, on a un troisième amant dans l'histoire. Fait que là, alors que les rapports entre Marc et sa femme deviennent de plus en plus tendus, il se rend compte que le nouvel amant de Anna n'est peut-être pas humain. Tu m'as dit que c'était mieux avec lui qu'avec moi. Je vais être franc avec vous autres, je sais pas trop par quoi commencer. Possession, c'est un bijou et en même temps, c'est un sacré cauchemar. Avant d'être un film d'horreur, un drame ou un suspense mystique, c'est avant tout un film art house, hein, une espèce de art film. C'est un film très difficile à classer parce que, du moins à l'époque de la sortie de Possession, personne n'avait jamais rien vu de semblable. Isabelle Adjani a gagné un prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1981, aussi un César de la meilleure actrice en 1982 et celui de Fantasporto au Festival du cinéma au Portugal. On a aussi le réalisateur Andrzej Zulawski qui a obtenu la mention spéciale du public au Festival Fantasporto, de même que le prix spécial de la critique au Mostra des cinémas de Sao Paulo. Mais justement, parlons d'abord de Andrzej Zulawski. C'est un réalisateur qui est né à Ukraine en 1940. Il a étudié le cinéma en France. En 1960, il était l'assistant du très populaire réalisateur polonais Andrzej Wajda. Son premier film étant Trzcia Noc en 1971. C'est sûr que je le prononce pas comme faux, mais ça vous donne une idée. C'est une adaptation, en fait, d'un livre écrit par son père, Andrzej Zulawski. Son deuxième film, Jabel, en 1972, a été banni en Pologne. Alors, il s'est échappé du carcan de la Pologne sur son cinéma. Il a déménagé en France, puis c'est là qu'il a réalisé L'important c'est d'aimer en 1975, qui a eu un grand succès. Il a ensuite réalisé un film, le film qui nous intéresse ce soir, Possession, en 1981. Puis il a enchaîné ensuite avec La femme publique et L'amour braque en 84 et 85. Il a ensuite tenté de revenir
revenir en Pologne, où il est resté 2 ans pour réaliser son film On the Silver Globe en 1988. Mais le tournage a été brutalement arrêté par les autorités locales. Il est donc retourné en France une fois de plus, puis il est devenu, c'est à cette époque-là qu'il a commencé à devenir reconnu pour ses films bien artistiques, controversés, souvent très violents. Il est aussi très connu pour découvrir ou redécouvrir des grandes actrices féminines talentueuses telles que Romy Schneider, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, qui ont joué leur plus grand rôle dans ces films. D'autres questions? No. Revenons un peu en arrière maintenant. Zulawski a écrit lui-même le scénario pendant qu'il était en train de traverser un divorce très douloureux et ça paraît. Zulawski a déjà dit, et je cite, « Je fais des films à propos de ce qui me torture et la femme me sert de médium. » Il a aussi déjà dit que l'acting devait être une occupation purement féminine, sauf à quelques exceptions près. Et il veut filmer que des histoires qui ont quelque chose d'excessif. Ça va nous aider un peu à comprendre dans quoi qu'on s'embarque, parce que Possession démontre vraiment bien cette vision de Andrzej Zulawski. Pute, ouais! Un monstre! Une pute! Je me fais enfiler par tout le monde! C'est que tu as le choix de me faire enfiler par tout le monde! À chaque fois, Ce soir, on a vraiment l'impression que Zulawski a craché toutes ses frustrations causées par son divorce dans son scénario, un scénario complètement fou et hypnotique. Je pense qu'on peut vraiment comparer sa création au scénario de Eraserhead de David Lynch, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, David Lynch, pendant l'écriture, en fait, sa femme était enceinte, puis comme tout le monde, hein, on est traversé pendant une grossesse de stress puis d'une pléthore d'émotions contradictoires. Puis c'est pendant ces 9 mois-là que le scénario de Eraserhead a été écrit et on le sent troublé par cette grossesse. C'est un peu la même chose avec Zulawski, mais avec son divorce. Assez de parler de Zulawski. Passons maintenant au film en question. Dès la première séquence du film, on sait qu'on n'est pas en train de regarder une bonne bouse série B. On s'embarque plutôt dans un voyage sacrément étourdissant. On commence avec Marc qui retourne à la maison après une mission d'espionnage un peu mystérieuse pour découvrir que sa femme, Anna, veut le divorce. J'ai rempli mon contrat brillamment. C'est bien pourquoi nous voulons vous reprendre. C'est hors de question. Et quelle raison donneriez-vous à ce refus? Famille. Pouvons-nous quelque chose pour vous? Non. Elle refuse de dire pourquoi, mais insiste qu'elle n'a pas d'amant, que c'est pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Même s'il préfère régler les choses avec Anna, surtout par rapport à la garde de leur fils Bob, il se cache plutôt dans une chambre d'hôtel et devient complètement fou et obsédé par Anna. À un moment donné, il reprend un peu des forces, puis il décide de retourner voir Anna à l'appartement. Et à la place, il va tomber sur un appart complètement négligé. L'enfant Bob aussi est tout seul, tout sale, négligé dans le corridor. Fait que là, lorsque Anna revient à la maison, il décide qu'il va habiter dans l'appartement pour s'occuper du petit Bob parce que de toute évidence, Anna en est incapable. Je ne te laisserai pas m'enlever Bob! Je ne te l'enlève pas. Tu peux continuer à lui rendre visite quand tu veux, mais c'est moi qui vais vivre ici. Marc va ensuite essayer de retracer l'homme qui lui a volé sa belle Anna. De là, la folie et l'hystérie de Anna et Marc nous prend d'assaut et ça monte en flèche jusqu'à la fin. Quand on pense que ça peut pas être pire, Zulawski réussit à rajouter une couche continuellement, une couche d'hystérie, ça arrête jamais. Aide-moi! Le rythme du film commence effréné, puis ça monte en flèche jusqu'à la fin du film. C'est vraiment capoté. Les difficultés relationnelles s'imposent comme la trame de fond de Possession. Parfois surréelle, mais jamais si loin que ça de la réalité crue de la rupture. Le film, en effet, est une histoire d'horreur et de folie impliquant même certains éléments de métaphysique. C'était si calme, comme tu n'étais pas... mais qui s'appuie surtout, ou plutôt avant tout, sur un récit profondément terre-à-terre, s'ancrant dans l'une des situations peut-être les plus désagréables de l'homme, hein, le bris relationnel.
Le bien n'est rien d'autre qu'une sorte de réflexion sur le mal. Possession est bien proche des stéréotypes que l'on se fait du drame européen, c'est-à-dire où les personnages vont chicaner, des chicanes de couple, ou qui vont se lancer des assiettes par la tête, ou crier des insanités. La différence majeure est que ça penche rapidement vers un style fantastique noir, absolument perturbant. Où étais-tu? Je te l'ai dit, j'étais chez Margie. C'est pas vrai, je lui ai parlé. J'étais avec lui. C'est pas vrai non plus, je l'ai vu. J'ai encore sa sale odeur sur moi, mais il ne ment pas. J'étais chez des amis. Qui? Des amis nouveaux. Je vérifierai. Oui, fais. Et pourquoi es-tu parti cette nuit? Pour être seul. Mais tu as dit que tu étais avec des amis. Pourquoi tu me tortures comme ça? Tu ne peux pas me laisser en faire. Mais tu l'aurais complètement si tu ne revenais pas. Tous les personnages sont fuckés, c'est simple, complètement dérangés, troublants. Ils flottent pour toute la durée du film une atmosphère lourde qui, en même temps, en plus de nous écraser, nous soutient un peu comme quand on soutient un ami trop saoul pour le ramener à la maison, sans jamais le laisser tomber. Rien ne doit faire peur, excepté Dieu. Même si ça ne veut rien dire. Là, prenez votre souffle parce que d'un coup que vous allez avoir plongé dans Possession, vous allez en voir la sortie uniquement au générique. Croyez-moi, j'ai trouvé que personnellement, c'était un chef-d'œuvre d'une grande honnêteté. Et je vous dis pas ça, je vous dis ça, mais les opinions sont quand même partagées. Là, c'est peut-être pas un film que tout le monde est capable d'écouter, un peu comme du Michael Haneke. C'est pas toujours facile. J'ai accordé une grande somme de réflexion aux aspects illogiques de votre façon de voir les choses. C'est parce que Possession, c'est du jamais vu. Il existe très peu de films qui peuvent se vanter cohabiter dans la même zone. À sa sortie, il était probablement le seul film du genre même. C'est un film bien troublant pour les spectateurs tels que vous, même ceux qui pensaient avoir tout vu. Ce n'était pas normal. C'était même pas humain. C'était divin. Peut-être as-tu vu Dieu en personne et tu ne t'en es même pas rendu compte. Le fait, c'est qu'on plonge le spectateur dans un univers parallèle de cauchemar, dans un décor qu'il reconnaît, mais très sombre et glauque, qui nous resserre dans un espèce de malaise constant, sans jamais nous donner de répit. C'est immensément glauque. L'ambiance est malsaine, surtout avec Bob, le petit garçon, qui est toujours dans le décor. C'est le fils de Mark et Anna. Il est jamais bien loin. Il nous représente un peu comme spectateur du divorce de Mark et Anna. L'histoire en plus se passe à Berlin, un Berlin gris et morne, sans identité, dans une ville scindée en deux par le fameux mur de Berlin. Je vous rappelle qu'on est en 1980. Mais en plus du décor naturel, aux aspects bien angoissants, Zulawski ajoute un étage d'étrangeté avec des plans de caméra très complexes, d'une grande vivacité, comme si les plans de caméra puis ces mouvements, c'est un peu comme un mouvement d'acteur en soi. La caméra a un message à nous passer en plus de ce qui se passe devant. C'est truffé de métaphores. Mais tout ça, c'est rien à côté de la mise en scène de Zulawski. Wow! J'étais tout seul dans mon salon quand le film s'est terminé, puis j'avais le goût de me lever puis d'applaudir les acteurs. Et ça, je vous jure, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Possession nous offre probablement les meilleures scènes d'hystérie jamais filmées au cinéma. C'est d'un rare excès jusqu'aujourd'hui peut-être inégalé. C'est un peu le même calibre que le film The Devils de Ken Russell. Sans arrêt, on nous enchaîne des scènes qui sont aujourd'hui considérées comme cultes. On plonge nos protagonistes dans une folie des plus hallucinantes. On les fait tomber dans un précipice et en tombant, les acteurs vont nous prendre par le bras puis nous traîner avec eux dans la démence. Si vous êtes fan de filles qui crient et qui hurlent aussi, vous allez être servi parce que Isabelle Adjani va aller jusqu'à se déchirer les cordes vocales dans sa folie. Tu y arriveras pas! Je préférerais encore me lancer par la fenêtre! Même que je dirais, le film repose entièrement sur les épaules d'Adjani et Sam Neill, interprétés avec génie et un dévouement total. Mais justement, parlons un peu des personnages. On va commencer par Heinrich, le premier amant, en fait, de Anna. C'est vous, Heinrich? Oui.
l'illuminé, l'espèce de fanatique fini du New Age. Il est à la recherche un peu de sa liberté animale. Tu sais, au début, Heinrich, il me laissait un peu perplexe jusqu'à ce que finalement j'accepte de rester perplexe. La première fois qu'il rencontre Marc, sa réaction est de lui parler tout doucement, presque lascivement. Il touche, il flatte Marc, ce qui me laissait présager qu'il était peut-être gay. Je me torture autant que vous. Mais au final, pas du tout. C'est juste un être très libéré, en total contrôle de sa sexualité. Lorsqu'Heinrich découvre qu'il y aurait un troisième amant, il débarque chez Marc sous l'influence d'une drogue X, à se lancer dans les murs et en se plaignant que son âme souffre. C'est vraiment étrange. Je me suis demandé si c'était pas surjoué, mais encore une fois, au final, ce type de jeu vient compléter le scénario. Ce sont des gens bloqués, raides comme vous, qui nous mènent tout droit au camp de concentration. Vous êtes les croisés de toutes les pseudo-idéologies aveugles et sectaires que l'humanité invente pour m'étrangler. Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Pourquoi ne puisez-vous pas dans la plénitude de mon amour pour le répandre sur votre tête comme une pluie fertile? Ça rajoute une couche au cauchemar. On a l'impression un effet de rêve. C'est comme pas naturel. Mais on dirait que tout le monde crie, tout le monde veut se faire entendre, tout le monde veut se faire voir, c'est jouer gros, mais est-ce pas un peu la réalité, surtout dans des chicanes de couple, hein? Tout le monde veut se faire entendre, tout le monde essaie d'enterrer l'autre, puis je pense que c'est un peu un symbole de tout ça, là. Vous et vos couilles, yin-yang pendu à votre cerveau, zen libéré. Dans l'esthétique des gestuels du freak New Age efféminé, au chest rasé, bien à vue, c'est quand même très troublant. On a aussi Margie, qui est la meilleure amie de Anna. Ouh, voici tante Margie, l'ange des foyers détruits. Boitant à la rescousse. Rien ne peut me résister. Mais je vais être franc avec vous, la seule chose compréhensible qu'elle fait dans le film, je pense, c'est garder Bob en l'absence de Marc. Margie passe à la maison de temps à autre pour s'occuper de Bob. Je sais pas quoi vous dire sur elle. J'ai l'impression qu'on pourrait débattre puis théoriser pendant des heures sur son personnage. Elle dit juste 4 lignes pendant tout le film, puis elle réussit quand même à nous mêler encore plus. Je trouve qu'elle est un peu comme le nain de Twin Peaks qui parle à l'envers, là. Why, we from the bursting of Pakistan. Tant de questions, comme pourquoi elle a la jambe dans la plâtre? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle est amoureuse de Marc? Est-ce que c'est ça qui la torture? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Mais bon, c'est un film qui ne devait faire de sens peut-être qu'aux yeux de son créateur, j'imagine. Tu ne peux pas continuer à dire « je ne sais pas ». Anna, hein, au service de la démence dans une hystérie en constant crescendo. Quelle interprétation de Isabelle Adjani! Elle aurait déjà dit à un magazine français que ça y avait pris des années pour se remettre de son rôle et qu'aujourd'hui, jamais elle accepterait encore un rôle d'une telle envergure. Il y a même une légende qui raconte qu'après le tournage, elle aurait fait une tentative de suicide complètement déstabilisée par son personnage. On se dit souvent, c'est ça, c'est des légendes qu'on entend qui partent. Il y a une personne qui estime ça, puis finalement, tout le monde se met à le croire. Sauf qu'après avoir vu le film, je vous le jure, on le croit. Disons que c'est quelque chose de possible. À ce moment-là, dans sa carrière, Isabelle Adjani est un peu brûlée auprès de la profession à cause de son mauvais caractère ingérable, un peu comme Zulawski qui était sur la liste noire en Pologne après le tournage de son film Sur le globe d'argent. Disons que leur rencontre aura été électrique. Elle monte le film à un niveau incroyable d'intensité. Elle pleure, elle crie, elle se mutile. Puis à travers ses yeux, on sent de plus en plus la folie qui la prend d'assaut en mangeant morceau par morceau son esprit. Plusieurs scènes en possession passent à l'histoire, hein, comme j'ai dit. Par exemple, lorsqu'elle semble parler à Dieu, Béate, elle ne lâche que des gémissements, des grognements. En tout cas, vous allez voir. Là. C'est comme si les mots étaient superflus dans sa conversation avec Dieu. Il semble que cette séquence aura inspiré une scène aussi du film Bad Lieutenant.
La séquence d'hystérie totale aussi dans la station de métro, ma raison de ma présence ici, c'est hallucinant, c'est donné corps et âme dans cette scène-là. J'ai appris entre les branches que Adjani, dans sa vie, a une petite histoire de démence. J'en sais pas plus, mais la scène d'hystérie dans le métro lui aurait tellement été demandante qu'après avoir tourné la scène, on aurait dû l'envoyer à l'hôpital en civière, et ce, à sa demande. Pas étonnant qu'elle retombe dans la folie après s'être autant donné pour une scène. C'est la scène de démence, je pense, la plus mémorable de l'histoire du cinéma. Sans oublier que c'est dans cette scène-là qu'elle va accoucher de la créature. Hein? Disons qu'elle-même était incapable d'expliquer verbalement ce qu'elle vit dans le film, mais on peut y voir l'histoire d'une femme qui, après avoir sauvé son âme, va tenter de sauver celle de son mari. On va y revenir. Son mari, justement. Parlons de Mark, interprété par Sam Neill. Comment résumer son jeu? On dirait qu'on a pris sa famille en otage, on a mis un gun sur leur temple, puis on a dit, là, tu donnes tout ce que t'as, sinon on les tire. C'est hallucinant. Ça n'a rien à voir avec son rôle dans Jurassic Park. Là. Ce soir, le jeune Sam Neill est malade. Je l'avais adoré dans L'Antre de la folie de John Carpenter. Ça va aller. Vous êtes réveillés. Non, ce n'est pas une histoire de Sutter Kent. Tout ceci n'est pas réel, n'est pas réel, n'est pas réel. Ça, c'est la réalité. Vous entendez? La réalité. Ce n'est pas réel, la réalité. Ce n'est pas réel. Mais après avoir vu Jurassic Park, on s'attend à rien de lui. Sauf que ce soir, j'ai été agréablement surpris. C'est comme si, en fait, c'est ça, il y a un journaliste en ligne qui a critiqué le film puis qui a déjà dit, et je cite, c'est comme si Klaus Kinski avait pris possession du corps de Sam Neill et l'avait entraîné dans un endroit très sombre. Anna réussira-t-elle donc à sauver Mark de sa prison émotionnelle pour l'apporter avec elle dans le précipice de leur fantasme dérangé? Je crois que quand tu es là-bas, tu veux être avec nous. Et quand tu es avec nous, tu veux être là-bas. Hélène, la professeure d'école de Bob. Elle est mystérieusement comme la sœur jumelle de Anna. Qu'est-ce que c'est, une blague? De quoi vous parlez? Vous êtes... Qu'est-ce que c'est que cette perruque? Je suis désolé, c'est incroyable. Vous n'avez jamais vu ma femme? Si, naturellement, je la vois tous les jours. C'est un peu comme son double en rousse, mais avec une toute autre personnalité. Si Anna, elle, est la sœur evil, Hélène est le petit ange. Pendant qu'Anna est stressante, détestable, toujours en train d'hurler, Hélène, elle, est douce, souriante, attachante. La piste de quoi? Dit Cochonnet en s'approchant. C'est bien ce que je suis en train de me demander. Mais je me demande quoi? Qu'est-ce que tu crois que je répondrais? Il voudrait bien que vous le bordiez, je crois. Mais ce double a une signification, parce que Marc aussi a son double. Je veux pas tout vous donner, mais si ça peut vous aider à comprendre un peu plus le film, je vous offre quand même ma théorie. Ce film peut, entre autres, être considéré comme une allégorie sur le double, où on peut y voir également une critique du communisme. Les deux personnages, Marc et Anna, voient émerger au fil du récit leur double docile et effrayant. Marc 2, Anna 2, si on veut, comme une incarnation paralysante d'un idéal totalitaire. Hein. Mais dans le concret, si Hélène, la professeure d'école, fait son apparition en tant que la version améliorée de Anna, elle s'occupe du petit Bob, elle va nettoyer la maison, faire la vaisselle, et réconfortante. Eh bien, le double de Marc est plutôt la créature auquel Anna donne vie dans la station de métro. Ça, on va peut-être le comprendre juste à la fin du film, lorsque Marc est sur le point de traverser dans l'univers de démence de Anna. Elle va simplement lancer... Il est fini maintenant.
Et soudainement, un double parfait de Sam Neill fait son apparition. On devine que c'est la créature mutée, évoluée et transformée. Et donc, comme une version remodelée, fantasmée de Mark. C'est comme si Mark et Anna rêvaient d'une version améliorée du conjoint et que chacun trouve moyen de l'obtenir. Et c'est ce qui va les réunir à nouveau dans une finale des plus spectaculaires. Mais là, attention, je tiens à préciser, tout ça, c'est ma vision. C'est ce que moi, je crois y comprendre. C'est seulement une théorie. Vous pouvez faire votre propre idée. Peut-être c'est impossible à dire. Peut-être je suis trop stupide. Le concept de la possession au sens propre passe par tous les personnages. Anna veut son fils, il la veut. Heinrich la veut. Mark veut garder Anna pour lui. Tous les personnages sont comme des espèces de coquilles vides. Comme si j'étais un espace vide. Des choses qu'on peut posséder, contrairement à leur âme qui se retrouve finalement personnifiée par un doublon d'eux-mêmes. D'ailleurs, cette idée d'absence de vie chez les personnages est confirmée lors de scènes d'automutilation dans lesquelles on voit bien qu'ils ne ressentent aucune douleur. Ça ne fait pas mal. Mais on se demande si leur âme est vraiment sauvée, comme on nous le laisse croire, parce qu'à la fin, il semble heureux, mais tellement inhumain. Inhumain? Par contre, ce que tu fais, toi, c'est humain, peut-être? C'est assez impressionnant de voir à quel point le fantastique et l'horreur viennent peu à peu contaminer le film pour prendre complètement le dessus jusqu'à la finale. La créature. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de la créature Lovecraftienne et tentaculaire avec qui Anna trompe ses deux amants après lui avoir, semblerait-il, donné la vie. En plus du double en création, la bébête peut un peu représenter une espèce d'intervention divine qui vient apporter une touche spirituelle à l'histoire. Est-ce que tu crois en Dieu? Dieu. Il est en moi. Mais franchement, je pense que c'est l'intention première de Zulawski. Il veut pas nous donner toutes les réponses. Il veut nous faire réfléchir, analyser. À nous de se faire notre propre idée sur la toile abstraite qu'il nous offre. Faudra attendre quand même jusqu'à 1 heure du film pour voir la fameuse créature qui est, de même que les effets spéciaux, une création d'un certain Carlos Rambaldi. C'est le père, en fait, de King Kong et aussi E.T. l'extraterrestre, sorti juste un peu après Possession, du très beau travail. Je vous dis que quand le film de ce soir s'est terminé, j'étais bouche bée. Mais comme mon cerveau refuse un peu de l'avaler sans le comparer, je peux quand même dire que j'ai eu l'impression de me taper une fusion incompréhensible entre Naked Lunch ou un film de David Lynch, que ce soit Eraserhead ou Blue Velvet, un peu dans les relations humaines. Sur le web, j'ai même lu des gens le comparant au Locataire ou Répulsion de Roman Polanski, The Brood de Cronenberg même, The Devils de Ken Russell. On pense aussi à la relation de couple dans le film Antichrist de Lars von Trier, un film un peu plus récent, ou même Scenes from a Marriage de Ingmar Bergman. De toute façon, on peut pas les comparer. Ça n'a rien à voir. C'est un film unique en son genre. C'est un film qu'on comme les rares qu'on rencontre qu'une seule fois dans notre vie, puis qu'on n'oublie jamais en tant que cinéphile. Des films qui nous marquent au fer rouge, c'est inoubliable. Mais qu'est-ce que ce film-là a à voir sur la liste de Video Nasties? C'est un film très controversé, je vous l'accorde, mais est-ce que ça mérite autant de censure? C'est pas vraiment une question de gore, quoi qu'on peut dire qu'il y en a un peu. Je me suis demandé si c'était à cause de la scène où Mark va frapper Anna. Je sais pas, violence envers une femme au cinéma, des fois c'est un peu touché. Sinon, on sait que les enfants au cinéma d'horreur, c'est toujours très risqué aussi. Il y a une scène où le petit Bob se glisse dans le bain. Je vous garde la surprise, mais rappelez-vous de ça, la scène du bain, moi ça m'a jeté à terre.
Sauf que au final, je doute fort que la dureté de quelques scènes nécessite une censure. Je pense plutôt que c'est causé par l'effet général du film en entier sur nos âmes fragiles. On se fait bardasser, pas à peu près. C'est un film troublant qui offense, qui est comme un coup de poing en plein visage. C'est sûrement ce qui est arrivé avec le procureur général, qui a dû recevoir des lettres de plainte d'une couple de matantes sous le choc. Et quel choc! Vous me direz qu'elle n'avait qu'à rester dans son pays, mais elle a déposé une plainte, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais dans le fond, je le sais pas. C'est très difficile. C'est quoi le processus d'un censeur? Comment ça réfléchit? Je l'ignore. Je leur parle pas, moi, ce monde-là. Quand sauras-tu? Mais je pense que ce qui est arrivé sensiblement, c'est sensiblement la même chose qu'avec The Devils de Ken Russell. C'était peut-être juste trop pour ce que nos petites âmes faibles peuvent prendre. C'est une chute libre dans la démence du début à la fin. Je pense que c'est tout ce qui a motivé un ajout sur la liste du procureur général. Puis de toute façon, ça a été une très courte visite. La première distribution anglaise en vidéo a été faite par VTC, Videotape Center, en septembre 1982 en version non censurée, malgré les nombreuses coupes qui avaient été faites pour la sortie en salle par la BBFC. Il a été ajouté donc sur la liste des Video Nasties en octobre 1983 et il a été retiré de la liste un an plus tard, en octobre 1984. D'après moi, quand il est venu le temps de regarder le film, de voir de quoi ça avait l'air, ils ont peut-être réalisé qu'aucun règlement était enfreint et que la loi n'avait aucun réel recours contre l'œuvre. Ils se sont peut-être sentis obligés donc de le retirer de la liste. Il a quand même fallu attendre jusqu'en 1999 pour avoir droit à une redistribution en VHS et en DVD. Et ça a été très bref parce que le DVD est déjà discontinué aux États-Unis. Les copies sont trouvables, mais de plus en plus rares et à un prix exorbitant. J'ai vu des DVD en vente jusqu'à 200$ sur Amazon. À sa sortie en salle, très décevant, il n'y a eu que 541 120 personnes qui se sont déplacées pour le voir en salle et c'est une honte. Pour la diffusion aux États-Unis, le film a été tellement édité qu'on peut presque avancer qu'il a été complètement remonté. Dans la pochette de la copie VHS Director's Scott distribuée par Anchor Bay, on nous explique les différences aussi entre le montage original et les différentes distributions qui ont eu à travers les années. Je vais vous le scanner, c'est super intéressant. Vous allez pouvoir le voir sur la page Facebook de Video Nasties. Une lecture que je vous propose fortement. Au Royaume-Uni, il y a eu seulement quelques diffusions en salle avant d'être banni. Et même s'il a été tourné en Allemagne, il a fallu attendre jusqu'en 2009 pour qu'il soit légal de le distribuer et de le diffuser là-bas. Au Québec, on a eu droit à une diffusion sur écran géant l'an dernier au Festival Fantasia de Montréal. Merci Fantasia de déterrer ces trésors perdus pour nous. C'est très apprécié. Une dernière petite anecdote avant qu'on commence le film. Il paraît que l'acteur Sam Waterston aurait été considéré pour le rôle de Sam Neill, en fait, de Mark, avant que Zulawski arrête finalement son choix sur Sam Neill. C'est intéressant. Qui sait ce que ça aurait pu donner. Mais il y a tellement à jaser sur ce film-là. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais à un moment donné, les paroles sont superflues. C'est un film qu'il faut voir pour le croire. Et comment veux-tu que ça finisse? C'est un chef-d'œuvre cauchemardesque, Possession. Je suis bien content de vous le présenter ce soir. Âme faible, s'abstenir parce que le film va vous marquer à vie et si vous acceptez de plonger tête première dans cet univers de démence, vous ne l'oublierez jamais. On ne doit pas avoir peur. Non. On doit se faire confiance. C'est difficile. Venez partager vos impressions sur notre page Facebook à Video Nasties, la liste maudite. Sinon, vous pouvez m'écrire à predge@douteux.org. Sinon, attachez votre sucre, baissez les lumières, écrasez-vous confortablement. Bon traumatisme tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bon film.